Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans l'église Saint-Jean-Baptiste d'Arcang. Merci d'être venus nombreux, et il en arrive encore. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Philippe Chalmin, qui est pour moi un ancien paroissien de Cibourg. Diplômé d'HEC, agrégé d'histoire et docteur ès lettres, professeur d'économie, d'histoire économique à l'université Paris-Dauphine, où il dirige le master Affaires internationales. Il est le président fondateur de Cyclope, le principal institut de recherche européen sur les marchés des matières premières, qui publie chaque année le rapport Cyclope sur l'économie et les marchés mondiaux, intitulé cette année, je vous le donne en mille, Les cavaliers de l'Apocalypse. Il a été nommé en octobre 2010 président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires auprès du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Économie et des Finances. Il a été membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, du Haut Conseil des biotechnologies et du Conseil des ventes volontaires. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Et nous avions cette année entrepris un travail qui a commencé au mois de décembre sur le thème de l'Apocalypse. Nous avons appelé cette année le projet Apocalypse. Il y a eu plusieurs moments de rencontres, de formation. Il y a parmi ces temps forts, je trouve, cette conférence de ce soir. Et comment nous y sommes arrivés ? Bien, je souhaitais qu'il y ait une conférence dans le cadre de cette année de l'Apocalypse. Et puis, nous avons coïncidé à l'occasion du jubilé de deux frères prêtres, l'abbé Michael Epalsa et l'abbé Jean-Baptiste Etchenik, c'était à Cibourg. Et à la sortie de cette messe, qui était un moment hors temps et hors sol, nous nous sommes retrouvés à la porte de la sacristie de Cibourg. Nous avons échangé quelques amabilités. J'ai demandé s'il était réservé pour une conférence à Saint-Jean-de-Luz cet été, et il m'a dit que non. Je trouvais ça bien dommage. Alors, et il me dit pourtant, j'ai une conférence qui est toute prête et qui s'intitule « Les cavaliers de l'Apocalypse ». Là, j'ai failli tomber par terre. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais merci, tu me l'envoies, mais tout cuit, alors là, pour le coup. Et alors, je lui ai demandé bien gentiment s'il acceptait de venir ce soir pour donner cette conférence. Et il le fait gracieusement. Nous pouvons déjà l'applaudir et le remercier. La grâce est donc passée près de la sacristie de Cibourg. J'espère qu'elle va bien passer ce soir aussi dans l'église de Saint-Jean-Baptiste d'Arcang. Et nous allons entrer dans une apocalypse actualisée, ce qui sera tout à fait superbe pour nous. Il y a 4 cavaliers qui apparaissent dans le livre de l'Apocalypse, et ils sont montés l'un sur un cheval blanc. Voici la citation biblique. « Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui assis sur lui, ayant un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Il y avait un cheval rouge, et il sortit un autre cheval, rouge feu, et celui assis sur lui, il lui fut donné de bannir la paix sur la terre, et que tous s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. Et je vis, et voici un cheval noir, et celui assis sur lui, ayant une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants disant, « Une mesure de blé, 1 denier, et 3 mesures d'orge, 1 denier, et l'huile et le vin n'y fait pas dommage. » Et enfin, je vis, et voici un cheval verdâtre, et celui assis au-dessus, son nom était la mort, et l'enfer le suivait. Merci, Monsieur Chalmin, pour votre présence avec nous. Merci, cher Père Landard, merci de votre accueil. J'espère que je ne vous décevrai point, n'étant guère théologien et n'ayant certainement pas la pratique de l'Apocalypse qui est la vôtre. Néanmoins, nous ne sommes pas concertés. Le Père Landard vient de vous donner la première partie du chapitre 6 de l'Apocalypse. L'ange a
ouvert les seaux et il a lâché les 4 cavaliers. Effectivement, l'un rouge pour la guerre, l'un noir, celui qui tient la balance pour la famine, l'un vert ou blême, j'aime bien cette notion de blême pour la mort, donc on peut discuter du blanc, le premier, pour la conquête. Mais un petit peu après, il est dit, je cite, « Et le pouvoir leur fut donné pour faire mourir les hommes par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages de la terre. » Voilà les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et c'est vrai que si l'on en fait une lecture un peu plus moderne, on retrouve la guerre, on retrouve la peste, on retrouve la famine. Les bêtes sauvages, bon, pour l'instant, on a plutôt tendance à les protéger, mais imaginons que les bêtes sauvages, c'est la nature, c'est donc le climat et la nature, et nous avons là les 4 défis majeurs auxquels se trouve confrontée aujourd'hui l'humanité. Alors peut-être un mot avant, pour ceux, chers pères, qui n'ont pas médité l'Apocalypse depuis décembre dernier, pour vous rappeler que l'Apocalypse est le dernier texte du Nouveau Testament, rajouté un petit peu in extremis après maintes discussions dans le canon des textes du Nouveau Testament, et l'Apocalypse, eh bien, pour ceux d'entre vous qui vont de temps en temps en Espagne, nous avons un lien direct, si vous allez vers les Picos de Europa. Au pied des Picos de Europa, vous trouverez un monastère, Santo Toribio del Liébana. Et il se trouve qu'au 8e siècle, il y avait un moine du nom de Beatus, que ce moine fit une des premières lectures, commentaires de l'Apocalypse, qui eut à ce moment-là énormément de succès, au point que ce manuscrit fut reproduit à un certain nombre d'exemplaires avec ce que furent en fait les premières enluminures des manuscrits à partir du 9e au 11e siècle. Ils ont été souvent reproduits. Une des dernières versions, d'ailleurs, fut rééditée par Franco Maria Ricci il n'y a pas très très longtemps, avec un commentaire d'Umberto Eco. Certains d'entre vous ont peut-être en tête aussi les gravures que Dürer avait fait, et en particulier, c'est la couverture de mon rapport Cyclope de cette année, la très célèbre gravure de Dürer avec les cavaliers de l'Apocalypse, celui qui tient la balance, celui qui bande son arc, celui qui tient l'épée et celui qui tient la faux de la mort. Voilà un petit peu ce qu'il en est sur l'Apocalypse, mais revenons sur ces 4 cavaliers, donc la guerre, la peste, la famine, le climat, les 4 défis majeurs de cette 3e décennie du XXIe siècle. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi un peu ce qui vient de se passer pendant 3 jours à Lisbonne, j'étais très frappé de voir qu'au fond, ces 4 cavaliers, ils étaient présents dans les inquiétudes mises en avant par un certain nombre de jeunes face au monde contemporain. Et le pape François leur a d'ailleurs dit « N'ayez pas peur de vous sentir inquiets ». Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de reprendre mes 4 cavaliers, mais bien entendu de les reprendre avec une lecture totalement contemporaine. Commençons par le premier, celui de la guerre. Bien entendu, la guerre, elle est maintenant pratiquement dans notre quotidien. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, pour la première fois, une guerre que je qualifierais presque de classique, non pas une guerre civile, mais une guerre d'invasion touchait le continent européen. Jusque-là, certes, on avait eu des guerres, des abcès de fixation qui nous semblaient relativement lointains dans notre petit cocon. Soudain, la guerre a fait irruption, et c'est une irruption qui se solde aujourd'hui. Difficile de faire un bilan exact, mais très probablement, si l'on rajoute les pertes militaires des 2 côtés, les pertes civiles, on est probablement aujourd'hui autour de 300 000 tués, disparus, grièvement blessés. Mais au-delà de ce conflit,
Et ces 300 000, rien que pour l'armée russe, pour vous situer, on serait à 100. Là, les chiffres ont été calculés à partir d'un certain nombre de travaux réalisés par des ONG scandinaves. Ils sont arrivés à la fin juin, pour la seule Russie, à 125 000 militaires tués ou blessés grièvement, c'est-à-dire 3 fois plus que durant les 10 ans de la guerre d'Afghanistan. Mais je ne vais pas vous parler, bien entendu, de la guerre en Ukraine. Je ne fais pas partie du carteron des généraux en retraite que vous voyez régulièrement sur les ondes et qui vous explique ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, malheureusement, c'est que cette guerre en Ukraine, elle est révélatrice d'une véritable déchirure dans la mondialisation. Finalement, la mondialisation, elle avait commencé véritablement avec la fin de la guerre froide, avec la fin de la partition entre l'Est et l'Ouest. Soudain, et de manière très nette, on voit se reconstituer un fossé. D'un côté, les pays de l'OTAN au sens large, de l'autre, ce qu'on appelle les BRICS, les pays émergents, en réalité le camp sous inspiration chinoise, avec certes quelques électrons libres, que ce soit l'Inde de Modi, la Turquie d'Erdogan ou même l'Arabie saoudite de Mohammed bin Salman. En réalité, on voit aujourd'hui se faire un fossé, une fracture de presque plus importante chaque jour entre les démocraties et les autocraties, avec des terrains de jeu qui sont non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Afrique, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Niger, et le Proche-Orient, avec aussi une menace et une épée de Damoclès au travers, autour du détroit de Formose, autour de Taïwan. Des guerres chaudes, des guerres froides, des guerres d'intelligence, des guerres sur les réseaux. Convenez avec moi que le cavalier rouge, celui de la guerre, n'a jamais été aussi actif. Le deuxième cavalier, par importance pour moi aujourd'hui, c'est le cavalier vert, le cavalier blême, celui de la mort, celui de la peste. Alors la peste aujourd'hui, vous remarquerez d'ailleurs qu'on a eu des gradations. Il y a eu le temps des pestes qui se termine jusque grossièrement au XIXe siècle. Ensuite, au XXe, on a eu le temps des grippes. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le temps du Covid. Le Covid, aujourd'hui, en dehors de quelques amis que je ne vois pratiquement plus de masques. Et nous avons l'impression que nous en avons tourné la page. Je vous rappelle quand même que le Covid, sur l'ensemble de la planète, si on gratte un peu toutes les statistiques officielles, a certainement fait au moins une 30aine de millions de morts, et il y en a peut-être encore quelques-uns en Chine à découvrir. 30 millions de morts sur une population mondiale de 7,5 à 8 milliards d'êtres humains, ça n'est pas si énorme que cela. Il y a un siècle exactement, la grippe espagnole avait fait entre 50 et 100 millions de morts sur une population mondiale de 1,5 milliard d'êtres humains. Mais à l'époque, on n'en avait guère parlé, on sortait à peine de la Première Guerre mondiale. Rostand, tiens, qui nous est cher avec Arnaga à Cambo, Rostand est mort de la grippe espagnole. Mais finalement, on en avait relativement peu parlé. Là, nous avons vécu la pandémie en temps réel. La page en semble tourner, ou au moins presque parfaitement maîtrisée. Mais les menaces demeurent. Et surtout, au-delà, c'est la peur. Jusque-là, nous allions de succès en succès. Nous semblions capables de prolonger les bornes de la vie presque à l'infini. C'était le rêve du transhumanisme. Soudain, nous sommes revenus sur Terre avec la peur, finalement, de cette menace et de cette menace que nous ne touchons pas. Et une menace qui peut-être a abandonné les hommes, mais qui n'a pas abandonné les animaux. Et n'oubliez pas qu'entre eux et nous, il y a quand même bien des similitudes. Nous avons encore aujourd'hui dans le monde une pandémie comme la peste porcine africaine qui a amené à ce que l'on éradique 40% du cheptel de truies en Chine. La Chine, c'est le
à peu près la moitié de la production mondiale porcine. La viande de porc, c'est tout aussi important pour les Chinois que les chuletas pour les basco-béarnais. Et donc, peste porcine africaine qui a rebondi récemment. Il y a actuellement de la PPA en Afrique. Que dire, et là nous le vivons directement, que dire de la fièvre afteuse, de la grippe aviaire, pardon, qui a rebondi depuis 2021 un petit peu partout dans le monde, la fièvre afteuse au Maghreb, etc. Je pourrais vous en citer toute une liste pour bien vous montrer qu'au fond, nous sommes rentrés dans une période, nous y avons toujours été d'ailleurs, mais où la circulation des marchandises, des individus, des animaux même, nous ouvre grande un vase de Pandore que nous avons bien du mal quand même encore à maîtriser. Le cavalier vert, le cavalier blême, continue donc à chevaucher et il faut quand même le rappeler, en ce temps de transhumanisme, en ce temps où l'homme se rêve toujours un peu plus Prométhée, la mort est toujours là. La mort, eh bien, ça peut être aussi provoqué par la famine. La famine, c'est mon troisième cavalier, c'est un mot qui a été de plus en plus entendu ces derniers mois. Oui, alors c'est vrai, la guerre en Ukraine a provoqué des tensions sur les marchés céréaliers mondiaux. C'est vrai que le bassin de la mer Noire, si vous mettez la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan, c'est le premier pôle d'exportation de céréales au niveau mondial. Et le déclenchement, l'invasion russe en Ukraine, la crainte de voir l'ensemble de la mer Noire se bloquer, avait à l'époque provoqué un doublement des prix du blé, et on a beaucoup parlé, les instances internationales en particulier, ont beaucoup parlé de l'impact que ceci allait avoir sur la situation alimentaire mondiale. Ça a été d'ailleurs ce qui a justifié la négociation, la mise en place d'un corridor céréalier pour permettre aux céréales ukrainiennes de sortir. Je vous signale simplement que l'Ukraine est certes un petit producteur de blé, elle est surtout un très gros producteur de maïs. Et que l'Ukraine, depuis pratiquement sur l'année dernière, sur la campagne derrière, on raisonne en campagne qui commence le 1er juillet, qui se termine le 30 juin, donc sur la campagne 2022-2023, l'Ukraine a dû exporter une 50aine de millions de tonnes de céréales. Là-dessus, il n'y avait que 17 millions de tonnes de blé. L'Ukraine exporte un peu plus de blé qu'un pays comme la France, mais pas tellement plus. Donc l'impact a été largement surestimé, depuis les prix du blé sont redescendus, mais on a bien vu, avec ces craintes, que et à la limite elles étaient justifiées, tant finalement le problème de l'alimentation des hommes reste au XXIe siècle un problème majeur. Peut-être pas chez nous, j'en conviens avec vous, même si nous plaignons de l'inflation alimentaire, etc., mais dans nombre de pays, selon les statistiques de la FAO, en 2022, 750 millions de personnes dans le monde souffraient de pauvreté alimentaire. Quand je dis pauvreté alimentaire, je veux dire des régimes alimentaires déséquilibrés par insuffisance, ce que l'on pourrait appeler de la malnutrition. Et sur ces 750 millions, 250 millions souffraient, eux, de la faim. La faim, c'est quoi ? Vous le savez, c'est quand vous avez faim, que vous ne trouvez pas suffisamment à manger, c'est la sous-nutrition. Alors ceci étant, quand on regarde où se trouvent ces 250 millions de personnes, on se retrouve confronté à d'autres situations. Le pays où il y en a le plus, par exemple, c'est la République, ouvrez les guillemets, démocratique, fermez les guillemets, du Congo, l'ex-Zaïre, où 25% de la population est confrontée à la faim, 20% en Éthiopie, 12% même dans un pays pourtant exportateur de pétrole, le Nigeria. On peut monter à 80% au Sri Lanka, 84% au Zimbabwe. En fait, la faim, elle est avant tout moins un problème de disponibilité
qu'un problème de malgouvernance, la RDC, le Nigeria, le Zimbabwe par exemple, qu'un problème de guerre civile, l'Afghanistan, le Soudan du Sud, la Syrie bien entendu, et effectivement, dans un certain nombre de cas, des problèmes provoqués par des crises climatiques, je pense en particulier à la corne de l'Afrique, c'est-à-dire Éthiopie, Somalie, mais quand on voit l'état de la Somalie, on peut voir aussi l'impact de la guerre civile. C'est vrai que le cavalier noir, celui de la faim, a encore de beaux jours devant lui. Et c'est quelque chose que je répète régulièrement, même si j'ai parfois l'impression de tomber dans l'indifférence, je continue à dire que le défi majeur du XXIe siècle, c'est celui de nourrir les hommes, de nourrir 10 milliards d'êtres humains à la fin de ce siècle en éradiquant la pauvreté alimentaire. C'est un défi majeur qui, agronomiquement, est probablement tenable, mais il faut tenir compte de mon dernier cavalier, celui, alors des bêtes sauvages, mon cavalier blanc, mais ça c'était mon joker au fond, celui de la nature et du climat. Là-dessus, je pense que je ne vais rien vous apprendre, même si nous habitons au Pays Basque, une région bénie, que la notion de canicule nous a à peine touchés et que même nous avons plutôt tendance à mettre actuellement des petites laines. Mais sur la planète entière, donc au-delà du Pays Basque, dans le monde, juin et juillet 2023 ont été, nous le savons, les mois les plus chauds, non peut-être pas de l'histoire, mais au moins de l'histoire telle que les hommes l'ont enregistrée, c'est-à-dire depuis l'ère pré-industrielle. Et en réalité, vous vous souvenez que dans les objectifs de la COP des accords de Paris, l'objectif c'était de limiter la croissance de la température mondiale à 1,5 degré au-dessus de la période pré-industrielle. Bien là, pas sur l'ensemble d'une année, mais sur ces quelques mois, nous y avons déjà été, alors que d'après les prévisions du GIEC, que nous ne devions y arriver que vers 2025. Au-delà de ce réchauffement qui peut être lié d'ailleurs à un cycle climatique, mais qui est certainement aussi lié, il faut le reconnaître, à l'activité des hommes, nous assistons aussi à une alternance toujours plus forte de canicules, de dômes de chaleur, de précipitations. Objectivement, je veux bien entendre les arguments de tous les climato-sceptiques, n'étant pas moi-même un climatologue, il me semble quand même que le changement climatique est une réalité qui affecte l'activité des hommes et qui est affectée aussi quand même un peu par l'activité des hommes. Voilà mes quatre cavaliers qui sont en train de charger. Alors leur charge est commune, et c'est vrai qu'ils s'entraident. La guerre, eh bien, elle entraîne souvent la famine. La peste, elle a fracturé le monde. Le climat, lui aussi, par ses errements, peut entraîner dans certaines régions la famine, et la famine elle-même pousse au déplacement de population, peut pousser à la guerre. Néanmoins, ces 2-3 dernières années, on a eu quand même 2 cavaliers qui étaient en pointe et qui, à eux seuls, ont largement bouleversé le monde depuis 2020, avec la peste, c'est-à-dire le Covid, puis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire 2 étincelles majeures. Et là, je voudrais revenir, je vais me permettre, Père, parfois de citer l'Apocalypse, mais c'est des lectures à moi, donc c'est pas très sérieux, vous m'en pardonnerez. Au chapitre 18, c'est la chute de Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande, et un peu plus loin, d'ailleurs, on disait, les marchands de la terre s'étaient enrichis de la puissance de son luxe. Je ferai avec Babylone un parallèle avec la fin des 30 glorieuses de la mondialisation. Les 30 glorieuses de la mondialisation, 1990-2020, ça a été un moment historique dans l'orgueil des hommes. Pour la première fois, d'ailleurs, certains d'entre eux rêvaient
de la fin de l'histoire. Vous savez, le vieux mythe hégélien qui est d'imaginer qu'à la fin, les hommes ont acquis tellement de sagesse, ont retrouvé tous les équilibres, ce sera la fin de l'histoire. Vous savez, comme dans les contes de fées, lorsque le beau prince épouse la belle princesse, mes enfants, ceci est la fin de l'histoire, puisque les peuples heureux n'ont plus d'histoire. Francis Fukuyama, aux alentours de l'an 2000, écrit un livre, « Le dernier homme et la fin de l'histoire ». Ça a été un succès véritablement planétaire. Et effectivement, les hommes avaient alors conquis l'espace et le temps. L'espace, pour la première fois dans l'histoire des hommes, le globe, le monde couvrait le globe. Vous savez, il y a Fernand Braudel, grand historien, avait forgé l'expression de l'espace-monde. Un espace-monde qu'il avait vu se forger autour de Venise, puis d'Anvers, d'Amsterdam, de Londres, et qui, durant ces 30 années, avec la disparition de toutes les barrières de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, pour finalement se retrouver dans un monde dans lequel il n'y avait plus de barrières, dans lequel on assistait, sinon à la libre circulation des hommes, au moins à celle des marchandises, en un moment où l'homme, par ailleurs, avait maîtrisé le temps réel des communications, le temps de l'information, le temps, je dirais même, du rapprochement des cultures. C'est vrai que l'on vivait à ce moment-là le choc technologique de la troisième révolution industrielle, celle notamment des technologies de l'information. Le tout dans un monde dont les idéologies avaient disparu et qui voyait simplement le triomphe de l'économie de marché dans un univers, alors là je vais vous la faire très économisante, dans un univers très schumpeterien, Schumpeter, c'est-à-dire la dynamique de l'innovation, la prime au créateur, quitte à ce qu'il y ait quelques destructions créatrices derrière. Oui, nous avions pensé, et ces 30 années, 1990-2020, pour moi, c'est un petit peu un parallèle, c'est pour ça que je les appelle les 30 glorieuses, puisque c'est un parallèle avec les 30 glorieuses de l'immédiate après-guerre, 1945-1974 à peu près. Or, eh bien, la guerre et la peste ont frappé. Le climat change toujours plus vite, trop d'hommes ont encore faim, et voilà finalement ma Babylone, au moins cette mondialisation qui s'effondre au point que pour certains, on parle même alors peut-être pas de démondialisation, vous savez qu'en anglais on dit, pour mondialisation on disait globalization, mais on parle de deglobalization, et un des grands historiens de l'économie aujourd'hui, Adam Tooze, a récemment sorti un papier sur la déglobalisation. Je ne suis pas sûr d'y adhérer totalement, mais c'est vrai qu'à nouveau, et on est un peu dans une période qui rappelle celle de la crise des années 30, des années 70, à nouveau, des barrières fragmentent le monde. Certes, il y a moins d'idéologie, il y a même, soyons honnêtes, moins de religion, mais nous assistons à un choc des impérialismes, à un retour des dictatures. Les hommes ne circulent plus, les marchandises moins avec le retour du protectionnisme, les réseaux, certes, continuent à fonctionner, mais de plus en plus censurés. La main invisible du marché, surtout, a largement montré ses limites, et face au choc qu'a représenté le Covid, face au nouveau choc que représente la montée d'économies de guerre un peu partout, eh bien on assiste au retour de l'État. En France, j'en conviens, ça n'est pas bien nouveau, mais aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, en Allemagne, partout des plans de relance, des barrières, du protectionnisme. Et puis au même moment, et c'est ça d'ailleurs qu'on a peut-être le plus retrouvé dans les inquiétudes des jeunes à Lisbonne ce week-end, la prise de conscience des limites de notre planète. Mon 4e cavalier, c'est le plus important peut-être, et un cavalier que l'on n'arrive pas à brider. L'échec des COP chaque année pour essayer de limiter les changements climatiques est patent. Et on voit devant nous le défi du climat, la remise en cause du modèle de croissance. On en est même d'ailleurs à rééditer ce qui a été un de mes livres de chevet quand j'étais étudiant,
il y a malheureusement fort longtemps, c'est-à-dire un demi-siècle, halte à la croissance, la limite même que l'on sent sur certaines ressources, qu'elles soient fossiles ou minérales. C'est vrai que ces deux cavaliers, ont bousculé finalement une sorte d'état euphorique qui avait marqué, je dirais, je vous l'ai dit, la période 1990-2020, certainement en tout cas, malgré les crises. Oui, il y avait eu des crises financières, mais on s'en remettait, etc. Et on disait, bah oui, mais c'est la dynamique schumpeterienne, c'est pas grave, tout ceci va se réparer, etc. Et on était sur un petit nuage béat, en se disant, et ce qui était vrai, la croissance économique mondiale était là, et le monde était... Qu'est-ce que j'ai pu le raconter quand même, moi aussi? Et le monde était en train de gagner son pari. Soudain, mes deux cavaliers viennent de renverser cet état de pensée, cette euphorie ambiante, et on se retrouve dans une situation où, comme le disait d'ailleurs, et je vous citais le pape François hier, il n'y a pas peur de se sentir quelque peu inquiet. Alors bien entendu, il y a du négatif là-dedans. Il y a du négatif dans la fragmentation du monde, dans le retour des autocraties, dans le mal-développement, que ce soit en particulier en Afrique. Et c'est vrai qu'il serait facile de se limiter à cette vision extrêmement pessimiste de la situation actuelle. Je peux vous la dessiner. Le fossé qui se creuse entre les États-Unis et la Chine au niveau géopolitique, avec des abcès de fixation que seront probablement l'Ukraine et Taïwan. Un monde qui se révèle incapable de relever le défi du changement climatique. En 2022, la consommation mondiale de charbon, la pire des énergies fossiles, a encore battu des records. La famine, c'est vrai, devient endémique en Afrique, là où justement la pression démographique est la plus forte, et les migrants s'accumulent aux portes des riches. François a eu dans son sermon dimanche hier une merveilleuse expression. Il a parlé de l'obscurité de la nuit. Oui, nous pouvons nous trouver dans l'obscurité de la nuit. Mais là encore, alors tournez quelques pages de l'Apocalypse. Écoutons l'Apocalypse dans l'annonce, c'est au chapitre 21, donc je suis presque à la fin, dans l'annonce de l'imminence d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. L'Apocalypse est un message d'espérance, ne l'oubliez pas, c'est pas apocalyptique au fond. Essayons, je viens de vous faire une lecture négative. Regardons l'autre côté, regardons le positif. Regardons le positif. Alors, c'est d'abord le retour de la main visible de l'État dans les affaires humaines. Vous savez, l'histoire économique, elle a été marquée par un éternel balancier entre le marché et l'État. Nous avons eu des périodes très marquées par la prégnance de l'économie de marché, des périodes, au contraire, où c'est l'État qui est intervenu et de manière extrêmement directe. La main invisible du marché, l'expression n'est pas de moi, elle est d'Adam Smith, la main invisible du marché, convenons qu'elle est efficace. Elle est, là je reviens à mon Schumpeter, elle est créatrice et destructrice en même temps. Elle est aussi à l'origine d'inégalités. Il y a ceux qui sont du bon côté de la création, ceux qui sont du mauvais côté de la destruction. Ces inégalités sont logiques, mais convenons qu'elles sont souvent intolérables. La main invisible du marché, il a toujours été nécessaire de l'encadrer, de la compenser par la main de l'État. Alors, le problème est de savoir comment on va mesurer, à quelle aune va-t-on mesurer directement ou non l'intervention de l'État. Paradoxalement d'ailleurs, il y a un modèle, on cite souvent le modèle anglo-saxon, le modèle rhénan, etc. Il y a un modèle qui a beaucoup mieux résisté ces 2 dernières années que presque tous les autres,
Et c'est paradoxalement le modèle français. Et j'en veux l'exemple que dans le dernier numéro de l'excellent hebdomadaire britannique The Economist, donc la semaine dernière, The Economist, on ne peut pas les soupçonner de francophilie, ils sont même souvent assez critiques, et ils ont fait un long article qui s'appelle The Galling Success, le succès gaulois, dans lequel ils disent comment se fait-il que ce pays, qui n'arrête pas de protester, qui est incapable de quelque réforme que ce soit, finalement s'en sorte plutôt mieux que la plupart des autres pays européens, au contraire de son ambiance politique et sociale. Parce que, je ne vais pas vous dire que la France est un modèle, je constate simplement que nombre de pays, États-Unis compris, s'orientent, modèle scandinave si vous voulez aussi, vers à la fois un État-providence et un État-acteur. Donc, j'avoue que je prends un petit peu, comment finalement il faut arriver à entraver mes chevaux de l'Apocalypse, eh bien, le rôle de l'État est de les entraver et de leur donner quand même quelques rênes. Le deuxième point qui me pousse à un petit optimisme, et ça c'est quand même positif, c'est la prise de conscience du défi climatique. Et je dirais que le Covid a fait beaucoup pour cela. Il me semble qu'il y a eu une prise de conscience véritablement mondiale des enjeux du défi climatique. Alors simplement, ça ne peut pas aller aussi vite que le veulent les activistes verts et verdâtres de toute nature. Il y a des lenteurs. Nous discutons beaucoup dans nos milieux de savoir quand aura lieu le peak oil. Alors, petite subtilité, il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du peak oil, c'était le moment où la production maximale de pétrole, la production de pétrole atteindrait son maximum et on rentrerait dans une période où on commencerait à manquer de pétrole. Ça, plus personne n'en parle. Et quand on parle aujourd'hui de peak oil, c'est le pic de la consommation mondiale. Quand est-ce que la consommation mondiale de pétrole va commencer à diminuer? Et les débats les situent entre 2030 et 2040, c'est-à-dire très bientôt. Alors certes, il y a des goulots d'étranglement, on commence à les voir, qu'il s'agisse des métaux stratégiques, tous ceux d'entre vous qui, écologiquement corrects, sont venus en voiture électrique, en vélo électrique, ou en trottinette électrique aux Pays Basques, c'est peut-être un peu techniquement plus difficile, eh bien ils savent que dans leur batterie, il y a du cobalt, il y a du lithium, que nous risquons d'en manquer, que par ailleurs, les énergies renouvelables, c'est quelque chose d'admirable, mais on ne sait toujours pas stocker l'électricité. Donc, on voit bien que tout ne se fera pas immédiatement, qu'il y aura probablement des étapes nécessaires dans la transition, que le gaz naturel peut jouer là d'ailleurs un rôle extrêmement important. Mais je vous renvoie à un texte de notre ami François, Laudato Si 2015, dans lequel tout son texte, il me semble, a largement fait son chemin. Et lorsqu'il nous conviait à unir la famille humaine pour construire notre maison commune. Il me semble que là aussi, nous avons quelques raisons d'être un peu optimistes. Le troisième point de mon optimisme face à mes cavaliers, c'est aussi le potentiel de l'intelligence. Pas artificielle, mais celle des hommes, celle des technologies, sans véritablement sombrer dans le mythe de Prométhée. Nous sommes encore dans la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était à la fin du XVIIIe siècle, c'était la machine à vapeur, la première mécanique textile. La deuxième révolution industrielle, à la fin du XIXe, ce fut le moteur à explosion, les grandes bases de la chimie, la fée électricité. À la fin du XXe, et aujourd'hui encore, nous sommes dans la troisième, alors certains disent la quatrième, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de coupure entre les deux. Nous sommes dans la troisième révolution industrielle. Alors, les technologies de l'information, j'entends bien, dont la dernière mutation, l'intelligence artificielle, me laisse un peu rêveur, mais que dire des biotechnologies,
qui ont quand même largement permis l'élan vaccinatoire qui a sauvé une partie de la population mondiale du Covid. Que dire des biotechnologies, là encore, qui vont probablement ouvrir la voie à des semences au travers de la mutagénèse tout à fait porteuses, etc. Et donc, il est clair que c'était Éluard qui disait qu'il ne fallait pas regarder hier avec le regard d'aujourd'hui. En le plagiant, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas imaginer demain avec les technologies d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre de champs sur lesquels l'intelligence humaine est largement à l'œuvre. Je citais, dans le cas des problèmes énergétiques, celui du stockage de l'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Saura-t-on probablement demain au travers de l'hydrogène? Je citais le cas des semences. Alors on s'est beaucoup battu sur les OGM et sur les biotechnologies végétales, mais demain avec la mutagénèse, nous pourrons avoir probablement des semences résistantes au stress hydrique, capables de réaliser la synthèse de l'azote. Nous allons probablement, et ça ce n'est pas un rêve prométhéen, mais de mieux en mieux gérer le cycle de la matière au travers du recyclage, au travers de la réutilisation de matériaux de plus en plus, ouvrez les guillemets, biocompatibles. J'entends bien que là-dessus, nous entrons bien souvent dans des zones qui vont demander une perception, un éclairage, une éthique. Jusqu'où l'homme en particulier pourra-t-il aller en manipulant le vivant? C'est une vraie question qu'il faut être en permanence en train de se poser. Mais ce qui est clair, c'est que dans l'histoire, les technologies ont parfois été source de désastres, mais aussi, quand elles sont bien utilisées, ont résolu un certain nombre de problèmes qui se posaient à l'humanité. Notamment, n'oubliez pas que ce XXe siècle a été très beau, qui a vu la population du monde passer de 1,5 à 7 milliards d'êtres humains, et pourtant sans toutes les catastrophes que les Malthusiens imaginaient aux alentours de 1900. Enfin, et c'est le dernier point de mon optimisme, il y a quand même un petit peu, là j'en conviens, que je pousse le bouchon un peu loin, de vouloir être optimiste malgré tout et ne pas vous voir quitter cette église d'Archange trop sinistrosant. Mais c'est vrai qu'il y a quelques pas, petits pas, de la conscience internationale. Je ne sais pas ce que l'on peut espérer. Le prochain rendez-vous, dans quelques semaines, ce sera la COP28 à Dubaï. Peut-être paradoxalement, est-ce dans un État pétrolier que les gouvernements trouveront la force de prendre les engagements les plus forts, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire ces dernières années. Et puis quand même, comme vous tous, je pense, j'ai été impressionné, émerveillé par ce 1,5 million de jeunes cathos, mais pas tous, qui se sont retrouvés à Lisbonne dans une sorte d'immense jamboree organisée par la plus vieille multinationale de la planète, je vous le rappelle, que certains voyaient quand même en état de mort clinique, pour reprendre une expression relativement célèbre. Là, j'en conviens avec vous, je suis en train de déraper, je ne fais plus de l'économie, parce que l'économie ne peut pas prendre en compte ce pari fou de l'amour du prochain, y compris et même entre les religions. François, dans son sermon d'hier, a eu une extraordinaire expression que je crois qu'il faut qu'on retienne. Soyez chorégraphe de la danse de la vie. J'ai trouvé ça merveilleux. Pour ceux d'entre vous qui vont dans ces spectacles qui sont parfois un peu critiqués, qui sont les corridas, et notamment les corridas à cheval, ils voient les chevaux danser. Eh bien, quelque part, mes chevaux de l'Apocalypse, c'est nous peut-être qui arriverons à les faire danser. Alors, j'en viens un petit peu à ma conclusion, il n'y en aura pas, bien entendu. Si je continue à lire l'Apocalypse, après la chute de Babylone, il y a 1000 ans,
qui se passent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu toutes les histoires millénaristes, etc. Il y a 1000 ans qui se passent, et le retour du dragon, de l'antique serpent, etc. Et puis, in fine, ce sera la victoire et l'avènement de la Jérusalem nouvelle. Et au fond, l'avènement de la Jérusalem nouvelle, en termes d'image, c'est bien là le rêve de notre siècle. Mes 4 cavaliers, je le répète et je reviens là-dessus, ce sont les défis majeurs de notre siècle. La guerre, la peste, la faim, le climat. Certains, très franchement, nous dépassent. La guerre, nous ne pouvons que faire peu, prier certainement, mais nous ne pouvons pas d'impact direct. D'autres, nous sommes plus proches, comme la maladie, la faim qui touche aussi, la malnutrition qui touche aussi certains de nos voisins par la pauvreté. Et sur le climat, nous sommes directement des acteurs. François, dans Laudato Si, disait « Nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée. » Et puis un peu plus loin, ça c'était du François dans le texte, « Marchons en chantant ». En écho au « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, et je crois que d'ailleurs à Lisbonne, il a dit « Ne craignez pas ». Ne craignez pas parce que c'est vrai. Dans l'histoire, les cavaliers ont déjà frappé. Souvenez-vous, là nous avons des tombes qui remontent au XIe, au XIIe siècle. La famille d'Arcan nous regarde de là-haut. Eux, ils ont connu au temps du Moyen-Âge la charge des 4 cavaliers, la guerre de 100 ans, la peste noire, les famines. Et eux, ils avaient vraiment des bêtes sauvages. Donc ils avaient la totale. Au XXe siècle, nous avons eu les guerres mondiales, la grippe espagnole, les dernières grandes famines qui touchent encore, alors souvent par le fait des hommes, l'Holodomor en Ukraine dans les années 30, la dernière grande famine, celle de la révolution culturelle de Mao au début des années, à la fin des années 60. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la charge de mes 4 cavaliers, elle est véritablement planétaire. Et c'est peut-être cela qui nous dépasse, c'est peut-être cela aussi qui, à mon sens, doit nous rendre un peu plus optimistes. À la fin de l'Apocalypse, Jean de Patmos, qui n'est peut-être pas Jean l'évangéliste, ça on peut discuter, mais celui qui a eu la révélation, écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la cité. » C'est au fond ce que vient de dire à peu près François à Lisbonne au JMG. Marchons en chantant. Je vous remercie de votre attention.